1927, Freud diagnostique un malaise dans la civilisation et c'est à l'excès de répression sexuelle qu'il impute ce malaise. En 2002, c'est la jouissance, le combat contre la répression et le démantèlement de ce qui reste d'ordre moral qui sont partout à l'ordre du jour, comme le note, chacun à sa façon, le psychanalyste Charles Mellman dans L'homme sans gravité, un livre de dialogue avec Jean-Pierre Lebrun, et l'écrivain Philippe Muret dans le 3e volume de ses exorcismes spirituels. D'où ma question, notre civilisation est-elle guérie de son malaise, ou bien un tout autre malaise a-t-il pris le relais de celui dont Freud a fait naguère la description? Charles Mellman. Il est paradoxal de faire remarquer que nous vivons aujourd'hui dans une société qui semble parfaitement heureuse. Heureuse dans la mesure où chacun a la possibilité de réaliser ses vœux, son désir, son fantasme. Et où je dirais qu'aujourd'hui le droit bascule de sorte à protéger la possibilité pour chacun de réaliser ainsi son désir. Et il semblerait bien que cette disposition n'ait pas de précédent. On pourrait bien sûr évoquer la cité antique, sauf que dans la cité antique, la jouissance, la satisfaction était réservée aux maîtres, alors que l'on peut dire qu'aujourd'hui elle est parfaitement démocratique. Il y a une remarquable démocratisation des jouissances qui est un fait sans doute nouveau et qui ne peut que nous concerner, que nous intéresser. Donc, on peut dire que Freud a gagné, a été entendu, puisque ce qu'il dénonçait comme malaise dans la civilisation lié au refoulement et à la répression des désirs se trouve aujourd'hui parfaitement levé. On pourrait remarquer aussi de façon alors encore plus paradoxale peut-être qu'il y en a un autre qui a gagné et qui s'appelle Marx, puisque ce qui était sa devise ou son projet à chacun selon son besoin, eh bien se trouve aujourd'hui, semble-t-il, à peu près accompli dans une société éminemment capitaliste. Dans la foulée, on pourrait remarquer également que le dépérissement de l'État est pas moins une singulière entreprise que le capitalisme, sans aucune difficulté, met en œuvre. Donc, ces événements, bien sûr, nous concernent, et la question qui aussitôt surgit, c'est est-ce que nous sommes donc maintenant sains? Est-ce que nous sommes guéris, puisque nous avons toute la faculté d'être heureux? Alors, comme il se doit, et je dirais bien entendu, ceux qui, comme moi, travaillent dans leur cabinet de psychanalyste ne peuvent que constater, que vérifier que ce n'est pas tout à fait le cas. Je veux dire qu'apparaît une nouvelle pathologie, de nouvelles difficultés, dont il est seulement, je dirais, bizarre de constater que c'est encore chez le cabinet du psychanalyste qu'elles conduisent. Je veux dire, c'est ça la surprise. Alors, ces difficultés, on pourrait très rapidement les décrire ainsi, des jeunes, c'est-à-dire, disons, au-delà de 20 ans, marqués par ceci, c'est qu'ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas, bien sûr, où ils vont, et ils ont un parcours brisé, un parcours social et intime qui est brisé, qui est aléatoire. Et ce qui est également, semble-t-il, aujourd'hui aléatoire dans leur trajet, c'est, fait nouveau, une sorte, non pas d'incertitude quant à leur identité sexuelle, mais plutôt une espèce d'ambivalence, d'ambisexualité susceptible de s'exprimer sans difficulté morale spéciale, sans difficulté majeure. Alors, le grand trait, et qui a été isolé par les psychiatres, c'est bien entendu la dépression, la déprime, dans la mesure où il faut se montrer à la hauteur je dirais, des témoignages à donner de la satisfaction que l'on prend. Il s'agit de pouvoir témoigner à l'entourage
qu'on est dans la satisfaction, engagé dans la satisfaction de façon correcte, de façon convenable. Et comme c'est bien sûr une épreuve assez difficile, d'où les dépressions. D'où les dépressions. Donc, vous dites dans votre livre qu'on est passé d'une économie psychique organisée par le refoulement à une économie psychique organisée par l'exhibition de la jouissance. Et si je vous entends bien, effectivement, on a changé de malaise. C'est-à-dire les névroses ne sont peut-être plus les mêmes. La part prise dans la société par la névrose obsessionnelle, etc., est peut-être moins grande, mais c'est au profit, si j'ose dire, au bénéfice d'autres difficultés, d'autres névroses, comme celle que vous venez de décrire. C'est bien ça. Oui, c'est cela avec ce que l'on pourrait peut-être, si vous le voulez bien, ajouter, c'est ceci, c'est que jusque-là, on avait affaire à un sujet de l'inconscient, sujet inconscient, et porteur d'un désir. Aujourd'hui, ce désir n'a plus besoin d'être dissimulé. Il est capable d'être clairement manifesté, exhibé, sans restriction essentielle, sans restriction majeure. Donc, nous bénéficions de cette liberté exceptionnelle. Mais du même coup, ce qui est nouveau, c'est que ce sujet à laquelle nous pouvions attacher ce qui en était l'identité profonde, exacte et vraie, authentique d'un sujet, cette existence, donc cette individualisation d'un sujet, elle a aujourd'hui disparu. Autrement dit, nous avons affaire à des semblables devenus singulièrement transparents. Transparent, oui. Alors, nous nous arrêtons pour le moment sur ce mot. Alors, Philippe Muret, Charles Mellman décrit une nouvelle économie psychique, et vous, si je vous ai bien lu, vous êtes plus radical, plus pessimiste, plus effaré, plus effrayant encore, parce que c'est une nouvelle humanité que vous voyez apparaître. Bon, moi je ne suis pas psychanalyste, je n'ai pas affaire à des individus dans un cabinet, évidemment, donc je prends les choses d'une autre façon. Je dirais que le malaise, s'il y a malaise nouveau dans la civilisation, je le sens entre ce que décrit très bien Charles Mellman, c'est-à-dire une espèce de monde où le sujet s'éclate et où il a le devoir moral de s'éclater, ce qui probablement est un nouveau fardeau psychique, et un discours manifeste qui se développe sur cette civilisation. C'est ce discours manifeste évidemment sur lequel je travaille, parce que il n'y a presque même plus besoin d'aller écouter l'inconscient. D'ailleurs, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas l'air très sûr que l'inconscient subsiste dans les formes où on l'a connu jusqu'ici. Enfin, vous n'êtes pas définitif là-dessus. Et il y a un immense discours manifeste d'éloge. Il y a une industrie de l'éloge qui enveloppe les mutations et les métamorphoses de notre époque, les événements les plus burlesques, ou les plus grotesques, ou les plus effrayants ou redoutables. Et cette industrie de l'éloge qu'on trouve très facilement dans le discours médiatique se développe comme un tissu comme le tissu par lequel l'époque se tresse à elle-même des couronnes, et de manière à interdire qu'un regard, un étonnement, une critique, une distance par rapport au phénomène qui se passe et qui se succède à un rythme de plus en plus accéléré soit possible. Cette industrie de l'éloge est en même temps une interdiction portée sur l'esprit critique. Et elle enveloppe comme une nuée l'époque contemporaine en bouleversement continuel. S'il y a un malaise, à mon avis, il est là. Dans cette présence de la nuée et de l'industrie de l'éloge, dont je parle en fait constamment, qui, comme probablement jamais, interdit, ou en tout cas rend très difficile, une pensée critique. Oui, pensée critique peut être rendue d'autant plus difficile que cet éloge s'énonce lui-même comme une critique de la société Absolument. antérieure, de l'ordre qu'elle veut
continuer à faire prévaloir. Donc c'est un éloge accompagné, constamment accompagné d'une critique de ce Exactement. qui a eu lieu, de l'humanité antérieure et du refus que certains de ses représentants osent manifester devant ce qui se passe. Parce que l'ordre nouveau se veut rebelle, dérangeant, etc. Il a repris les termes par lesquels s'est exprimée la rébellion dans les époques antérieures, mais tout en instaurant une sorte de nouvel ordre qui ne doit pas être regardé, en tout cas d'une façon distanciée et encore moins hostile. Alors bon, justement pour illustrer votre propos par un exemple qu'il y a dans votre livre, Philippe Muret, je voudrais lire ce passage tiré de Libération, qui vous fait conclure un terrorisme à visage festif. Donc voici l'article. Cet après-midi, Paris est traversé par une horde de rolériens bigarrés et heureux de se dégourdir les roulettes. On les regarde passer, c'est sympathique. Tout à coup sort du lot un personnage tout à fait étonnant, un homme d'un certain âge. Costume, cravate, légion d'honneur, bien de sa personne, décide de couper la foule roulante pour rejoindre le trottoir d'en face. Il se lance en agitant frénétiquement ses poings et en criant « J'ai été opéré de la hanche, j'ai une prothèse, et le premier qui me rentre dedans, je lui casse la gueule. » Heureusement, il arrive sur le trottoir sain et sauf, on le regarde stupéfait, et le monsieur de rajouter haut et fort « De toute façon, maintenant, il n'y en a plus que pour les rollers et les PD. » Éclat de rire général, le monsieur de plus en plus turgescent se tourne vers nous. « Moi, messieurs, dames, j'ai fait de la résistance, j'ai bien failli me faire descendre par les Allemands, alors... Alors quoi ? » On a continué de bouffer de rire, que voulez-vous faire d'autre? Étonnant le degré d'intolérance et d'homophobie de certains vieux dinosaures. Oui, c'est là donc... Voilà, ça c'est la nouvelle image d'Épinal, où il y a un vieux con du monde ancien qui doit passer à la trappe, mais qui sert encore à quelque chose, qui sert à ce qu'on ne s'interroge pas sur ce défilé assez effrayant, si on le regarde bien, de jeunes gens angéliques, que j'appelle ailleurs les sections sucrées. Les sections sucrées. Les sections sucrées, oui. Donc alors, est-ce que ce sont ces jeunes gens angéliques, ou certains d'entre eux, qui viennent peupler aujourd'hui le cabinet des psychiatres? Mais justement, il y en a un l'autre jour qui est venu avec ses rollers, justement. Ah, c'est bien. Oui. Au pied ou à la main? Au pied, bien sûr, oui. Alors... Et je dirais que, comme vous le relevez, c'était une bonne partie du symptôme et de notre symptôme. Je veux dire qu'aujourd'hui, justement, tout glisse, n'est-ce pas? On surfe et tout doit glisser de telle sorte que l'imposition d'un arrêt, d'un stop, provoque en général un choc qui est parfois celui du gendarme qui se trouve éjecté sur le bas-côté. Mais tout doit rouler, n'est-ce pas? Bon. Et ceci fait éminemment partie de cette nouvelle économie psychique dont je parle, dans la mesure où nous ne reconnaissons plus aucun impossible. Il n'y a plus rien qui fasse, en quelque sorte, aujourd'hui, à la satisfaction et aussi bien au mouvement de l'esprit, résistance. Oui, mais alors, d'un autre côté, alors c'est peut-être le sens de votre titre, hein. C'est un titre, L'homme sans gravité, c'est peut-être celui pour qui, en effet, tout glisse, tout roule, tout est fluide. Mais d'un autre côté, cet homme sans gravité, il lui arrive de venir vous voir. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans cette euphorie générale. Et lui-même pris dans ce monde, lui-même pris dans l'éloge de ce monde, lui-même assumant ses valeurs conquérantes, vivant ce monde peut-être comme un aboutissement, l'avènement d'une liberté pleine et entière, la fin des préjugés, eh bien, il n'est pas content, il y a du discontent. Oui, il y a un mécontentement qui est lié au fait que il est fréquent qu'il soit amené à chercher ce qui serait sa place à lui, et que bien entendu dans ce flux continu, il ne parvient pas à isoler. Sa place à lui, cela signifierait du même coup se trouverait pris dans une trajectoire non plus aléatoire, mais retrouver ce qui serait
un mouvement réglé, un mouvement, une trajectoire, je dirais en tout cas du type de celle que nous avons connue et qu'organise effectivement la gravitation, c'est-à-dire une trajectoire circulaire, permettant par la répétition, je dirais, de nos échecs, grâce à la dite trajectoire, d'alimenter le mouvement de la pensée et de la réflexion. Par contre, en revanche, dès lors que font défaut aussi bien c'est impossible que cette trajectoire, eh bien, il y a cet effet de platitude, d'horizontalité, qui génère forcément une certaine souffrance. Oui, mais là, excusez-moi. Mais est-ce que dans l'état où le patient se trouve maintenant, où le sujet se trouve, est-ce qu'il peut retrouver le lieu, ce lieu dont vous dites qu'il est perdu vous analysez très bien, par exemple, les articles de presse qui de plus en plus nombreux sont incompréhensibles, où on a l'impression que la logique s'est perdue, parce qu'il n'y a plus de lieu d'énonciation, et vous dites qu'il y a une sorte un discours diffluent, c'est-à-dire qui passe, où ça coule dans tous les sens, où les phrases se succèdent, elles ont l'air normales, elles sont à peu près structurées, mais où le sujet en fait change de place, le sujet de l'énonciation change de place presque à chaque phrase, et de position. Est-ce que c'est possible de retrouver, je sais pas, un centre ou un lieu quand on en est là? Ce qui est étrange, Philippe Muret, c'est qu'il le demande, c'est qu'il le souhaite. Figurez-vous que j'ai des patients qui vont de 3 ans et demi, je parle d'ailleurs de ce petit garçon épatant dans mon bouquin, de 3 ans et demi jusqu'à, je ne sais pas, 55, 60 ans, qui sont des patients donc fort sympathiques, mais qui ont ce problème que vous évoquiez, Philippe Muret, à propos des rollers, c'est-à-dire qu'ils doivent être sans cesse en mouvement, ils sont sans cesse en balade, et de telle sorte que vous ne pouvez pas les joindre, parce qu'au moment où vous cherchez à les joindre, ils sont déjà ailleurs, et ainsi de suite. Ceci valant non seulement, je dirais, pour leur présence topographique, mais valant pour, comme vous le faisiez remarquer, pour leur topographie subjective et leur vie intime, n'est-ce pas? Et alors ce gamin de 3 ans et demi présentait déjà les symptômes de ses aînés, c'est-à-dire que dans la crèche qu'il hébergeait, il était sans cesse en balade, il était sans cesse en mouvement, il était sans cesse en cavale, il ne faisait ainsi que préparer, je dirais, ce futur, quitte à être physiquement absolument épuisé. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux? C'est-à-dire que quand Freud décrit, comme vous le résumez, son malaise dans la civilisation, on se dit, oui, la psychanalyse, là, peut agir, certes non pour lever le refoulement, mais peut-être pour, en tout cas, le rendre moins lourd. Mais là, vous êtes... Si je mets côte à côte, si je télescope vos 2 livres, Charles Mellman et Philippe Muret, je vois que vous avez affaire avec des situations provoquées par ce nouveau monde, mais ce nouveau monde, il est tellement omniprésent que on peut se demander si votre parole, qui d'une certaine manière appartient à l'ancien monde, peut revêtir une quelconque efficacité, horizontalité totale, mais d'où viendra la verticalité, par exemple? Ah oui. Est-ce qu'on peut lever est-ce qu'on peut lever le défoulement? Alors, ah bah voilà, une belle question à la Muret. Oui, oui. Non, c'est une formule. Non, c'est une bonne formule. N'est-ce pas? Je ferai juste une réserve en passant sur la question de l'ancien monde, auquel je n'ai pas le sentiment spécialement d'appartenir, mais on y viendra peut-être en cours de route. Néanmoins, votre question est difficile dans la mesure où elle amène à revenir à ceci. C'est que ce qui constitue la spécificité humaine et non pas animale, c'est d'avoir une vie psychique organisée par ce qui est fondamentalement une perte. Et aussi bien le désir que la pensée étant alimentés par cette perte. S'il y a dans l'apport freudien quelque chose d'essentiel et qui n'a jamais été véritablement pris en compte, c'est que ce qui caractérise l'être humain et le distingue radicalement du monde animal, c'est que ces désirs
ces pensées, il ne les trouve pas innées en lui, mais elles se trouvent organisées pour chacun selon un processus singulier, déterminé parce qu'il en est d'une perte essentielle de l'objet chéri, ce que Freud a cherché à conceptualiser dans la rubrique du complexe d'Édipe, mais avec Lacan, ceci s'est enrichi et s'est montré plus complexe qu'il n'y paraît. Quoi qu'il en soit, cette perte est essentielle, fondatrice et organisatrice de la place où une subjectivité est capable de trouver son assiette, son assise, sa volonté, sa détermination. Je veux dire, le reconnaître comme son Heim, comme son lieu, n'est-ce pas? Dans la mesure où ce type, je dirais, de référence est aujourd'hui démodé, est devenu à l'intérieur même des familles incompréhensible, socialement réfuté, et ce n'est pas pour rien que des théories comme le cognitivisme, par exemple, fleurissent actuellement, c'est-à-dire qui supposent un rapport naturel de l'animal humain au monde. Eh bien, dans cette mesure-là, il est clair qu'il est devenu beaucoup plus difficile pour ce genre de sujet de trouver son lieu. Néanmoins, s'il vient le demander, on peut croire, on peut espérer, on peut imaginer que l'exercice de la parole... Oui, tant qu'il le demande, il y a de l'espoir. Exactement. Et vous pensez qu'on entre dans un monde où on le demandera de moins en moins? J'ai l'impression que oui, c'est mon sentiment, oui. Mais est-ce que, justement, on peut pas... est-ce que il ne serait pas souhaitable, au point où vous en êtes, ces enquêtes accumulées dans l'exercice spirituel, dans vos chroniques d'après l'histoire, et qui sont très riches parce que vous effectuez des prélèvements absolument extraordinaires. Alors j'en relève un autre avant de poser ma question, et celui-là je l'ai trouvé lumineux parce que, comment dire, c'est une vérité de ce temps dont je ne savais pas qu'elle avait été avouée par ce temps lui-même. Oui, c'est un article de Libération, d'après ce que vous dites, et je regrette de ne pas l'avoir lu en même temps que vous, où l'on donnait la parole à un groupe de jeunes anti-lepénistes du Faubourg Saint-Antoine, tous comme il se doit, artistes, créateurs de mode, gens de communication, organisateurs de vide-greniers et de dîners de rue, dont l'un cassait enfin le morceau. Le 1er mai, racontait-il, ce fameux 1er mai d'après le 21 avril, parce que tout maintenant, toutes nos dates, toute notre histoire est organisée autour du 21 avril. Donc, le 1er mai, racontait-il, on avait envie de chanter Le Pen, on t'aime, il nous a réveillés, on dormait, on s'ennuyait, maintenant tout le monde a le sourire. Il y a quelque chose de vrai, puisqu'on a vécu 15 jours d'extase, et une extase d'ailleurs continue, on avait l'ennemi dont ce monde a besoin, en effet, pour faire... Il nous a réveillés, c'est ça, c'est extraordinaire. C'est la Belle au bois dormant qui a besoin de la bête immonde pour être réveillé. Et en fait, pour continuer à dormir... C'est pas le baiser du prince charmant, là. Pour continuer à... Mais alors, bon... Mais d'un autre... Vous voyez qu'on pourrait... On peut presque... On peut faire aujourd'hui ce que proposait Karl Kraus, c'est-à-dire mettre toute la presse, entre guillemets, tout le temps. Et ça suffirait presque de mettre, voilà ce qui est écrit là, parce que vous l'aviez pas vu. Bon, c'est un peu ce que je fais. On peut pas faire ça systématiquement parce que ce serait. Mais il y a tant de choses étonnantes qui sont écrites et qui passent comme ça, qui vont de soi, que simplement les citer, les mettre entre guillemets suffit pour quasiment les analyser. Oui, mais d'un autre côté... Il faudrait publier la presse. Voilà, publier, absolument. Republier tous les journaux en mettant ce que disait Karl Kraus, il suffit de mettre toute la presse entre guillemets. Alors, mais d'un autre côté, donc, la presse dit quelque chose de ce monde, elle ne fait pas d'ailleurs pas que le refléter, elle l'entretient, elle le radicalise, mais d'un autre côté, il y a des hiatus, il y a des distances, il y a des ratés. Et ma question est celle-ci, ne gagneriez-vous pas maintenant à prendre en compte certaines des souffrances, justement, que ce monde peut engendrer? Souffrances de ceux qui vont au cabinet de l'analyste, ou bien une autre souffrance perceptible. On m'a reproché, moi, de ne pas l'avoir. J'ai eu la même exaspération que vous vis-à-vis des raveurs, et surtout de cette revendication du droit à la clandestinité, qui est en effet l'ultime des droits de l'homme. Bon,
tout à fait. La transgression comme droit de l'homme, ça, c'est effectivement, il fallait notre époque autorisée. Oui, donc, et la transgression en plus, justement. Donc ça, il fallait notre époque pour l'inventer. Bon. Et puis la réaction du pouvoir socialiste qui ne savait pas, et le monde réclamant, disant, des jeunes réclament le droit à la fête, qui, comme chacun sait, est un droit aujourd'hui très vivement combattu. Bon, alors on a cette réaction d'exaspération, peut-être aussi une réaction de dégoût devant cette forme-là de festivisme, parce qu'on sait où on est arrivé, et puis peut-être, on m'a reproché de ne pas en avoir une troisième. Qu'arrive-t-il à ces jeunes pour qu'ils aiment danser dans la boue devant des baffles faisant un bruit inimaginable, inouï? Et on m'a dit, ben oui. Alors, effectivement, je me suis fait à moi-même ce reproche. Peut-être que c'est une dimension qu'il faut essayer de prendre en compte. Bon, il y a plusieurs souffrances, sans doute, cette souffrance-là. Je manque un peu d'empathie, sans doute, pour ces jeunes c'est le même problème. Mais bon, et je n'ai pas de compétences pour savoir pourquoi, à part ce qui me vient directement à l'esprit, qu'ils veulent exister parce qu'ils sont probablement en manque d'existence et qu'ils existent par un bruit monstrueux. Mais il y a d'autres souffrances. Il y a celle de ceux qui, tout de même ne sont pas en nombre négligeable, qui, voyant les phénomènes se succéder, les phénomènes de la modernité se succéder, ont du mal à les nommer et à les analyser, et eh bien, j'ai plutôt le sentiment que je les aide quelquefois en nommant, d'une façon souvent excessive, mais enfin, ce monde est caricatural, je vois pas pourquoi je lui répliquerai pas je répliquerai pas à sa violence par une certaine violence verbale qui reste bien modérée quand même. Oui, et comique, disons. Voilà, et donner des noms, essayer de donner des noms. Vous savez, un de mes maîtres, c'est Rabelais, je veux dire, c'est-à-dire essayer d'inventer des noms pour un monde qui s'invente sous nos yeux, me paraît aussi nommer d'une certaine façon des maladies, ou ce que les gens ressentent comme un malaise devant les innovations innommées du monde. Donc, bon, peut-être que je manque d'empathie pour les rêveurs, mais je n'en manque pas pour d'autres. Oui, justement pour les victimes du Par bruit. exemple, je me suis intéressé tout récemment, c'est pas dans les exorcismes là, juste pour parler des rêves, il y a eu la première rêve autorisée a eu lieu à la fin du mois d'août dans un petit village de Bretagne. Elle a été relatée uniquement dans la presse régionale, mais dans toute la presse régionale comme une grande réussite. Et on a expliqué qu'elle s'était déroulée sans incident. Il y a eu 500 poulets morts. Parce que les baffles gigantesques avaient été posés contre un poulailler, un grand poulailler, un grand élevage, et les poulets affolés par les lumières stroboscopiques et surtout par les décibels monstrueux, se sont bousculés, grimpés dessus toute la nuit et sont morts étouffés. Le fermier et sa famille ont passé leur nuit à essayer de les disperser et à les empêcher de s'étouffer. Ils étaient 20 000, il y en a eu 500 de morts. Il n'y a pas eu de protestation des associations d'amis des animaux, ni rien du tout. C'était juste des poulets. Oui, mais et la fête s'est déroulée. Évidemment, intéressant, ça semble. Je trouve qu'en effet, souffrance pour souffrance, je crois qu'il faut en effet maintenir le point de vue des poulets. La Love Parade de Berlin se solde par les massacres de crapauds, et les survivants deviennent sourds. Et il est vrai, et ça c'est une des choses tout à fait surprenantes, que les écologistes s'en fichent parce qu'ils sont pris dans cette modernité, dans ce discours des droits, tout plaisir, tout désir a droit à sa satisfaction, et effectivement, ils n'ont pas d'oreille, plus Dieu, pour le monde et pour la terre, dont par ailleurs ils nous disent qu'ils sont menacés. Alors évidemment, mais vous avez ainsi brisé les velléités très fragiles d'empathie que j'avais avec ce monde. Philippe Muret nous donne un merveilleux argument pour pouvoir aujourd'hui légitimement s'opposer aux rêveurs, n'est-ce pas? Il va falloir leur opposer les droits du poulet.
Vous dites ça ironiquement. Je dis ça très sérieusement. Je ne vois pas pourquoi une association des défenseurs du poulet ne se sont pas déjà emparés de l'affaire. 8 jours après cette affaire, se passait une autre rêve à Nancy, sur une place de Nancy. Et là, peut-être parce qu'on avait peur que les êtres humains se conduisent comme des poulets, on a offert aux riverains d'aller passer la nuit à l'hôtel. Ça, c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de choses à défendre. Les riverains face au bruit, les poulets, et je pense que c'est très sérieux, mais l'herbe aussi. Je ne parlerai pas des droits de l'herbe, parce que justement, je voudrais parler de tout cela dans une langue qui ne soit pas celle du Nouveau Monde. Mais on peut en parler dans une langue qui ne soit pas celle du Nouveau Monde. La responsabilité, l'amour du monde, c'est pas le Nouveau Monde. Justement, c'est autre chose. C'est ce qu'on disait dans les dernières années du monde ancien. Si je reprends à mon compte, disons, la dichotomie peut-être un peu féroce de Philippe Muret. Mais alors, maintenant, je vais vous poser une question sur un phénomène qui, à mon avis, doit vous intéresser tous les deux. Celui de Love Story. Comment est-ce que vous avez perçu ça, vous, le psychanalyste que vous êtes, Charles Mennman, cette espèce de volonté d'étalage de la vie privée, des sentiments, dans ce brouillage ultime des frontières, cette disqualification effectivement triomphante de la pudeur. Qu'est-ce que ça vous inspire? À mes yeux, c'est une très belle invention, dans la mesure où elle stipule qu'aujourd'hui, quiconque derrière son poste est capable de devenir une vedette. Il en est capable et c'est ensuite un vote apparemment démocratique qui décidera de celui qui donc est digne de figurer, est digne de la représentation, et celui qui, au contraire, doit être jeté. Comme nous le savons, l'un des grands désirs de celui qu'on appelle l'homme, c'est avant tout de se faire reconnaître, de se faire admettre. Voilà une procédure éminemment populaire, originale, et qui, du même coup, évidemment, transforme l'ensemble de la population en jury, non plus ce coup-ci en jury politique, mais je dirais en jury à la fois esthète et je dirais créateur au même moment du droit moral, puisque les personnages seront jugés selon leurs comportements moraux les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que l'éthique est en même temps en train de se constituer, de s'inventer à l'occasion de ces émissions. C'est donc, je dirais, un achèvement à cet égard remarquable, avec cet autre fait que l'intensité aujourd'hui de nos spots. Alors là, vous allez peut-être me pardonner, Alain Finkielkraut, mais on ne pouvait pas se douter, enfin ceux qui firent appel à la philosophie des Lumières, ne se doutaient pas qu'elle allait aboutir à celle du spot. Mais pourtant, oui, en effet. Oui, c'est-à-dire de ce qui, justement, refuse toute ombre, refuse tout lieu de recel, refuse toute intimité, et je dirais exige de ceux qui viennent sous les spots cette espèce de déshabillage intégral. Moi, j'ai vu une émission absolument remarquable et qui devait sûrement avoir une forte audience, émission donc de société publique, la vie sexuelle après 60 ans, ce qui est un sujet assurément passionnant. Et ce qui était non moins remarquable, c'était de voir donc les papis et les mamies qui étaient là se déshabiller leur vie intime sous la caméra, je dirais avec un manque total de pudeur, manque qu'ils n'auraient pas dans le cabinet du médecin ou du psy. Pas. Mais sous l'œil, sous l'objectif de la caméra, c'était l'exhibition intégrale, comme un devoir moral. C'est pour ça que Love Story n'est pas une exception dans la télévision. C'est un excès, peut-être quelque chose de plus frappant que les autres émissions. Mais enfin, je veux dire, toute la télévision conduit à cette exhibition, à la reconnaissance égalitaire aussi, parce que ces personnages sont très quelconques. Donc, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est l'espèce de comment dire, les cris d'orfraie que des gens de télévision ont poussé contre cette télé-poubelle. Je trouve pas qu'elle était tellement plus poubelle
que le reste de la télévision, quoi. Alors, il y avait un pas qui était franchi, voilà. Mais d'une certaine façon, c'était une sorte de symptôme qui révélait ce qu'était la télévision, le reste de la télévision. Non, mais je vous pose cette question aussi parce que je viens de lire dans un livre intitulé L'art en conflit, publié sous la double signature de Bernard Edelman et de Nathalie Heinrich, qui est sociologue, un article de Nathalie Heinrich consacré à Love Story. Très révélateur de la sociologie actuelle, de cette complicité qu'elle a avec les phénomènes de société. L'éloge et sociologie. Voilà. Mais alors, d'ailleurs, je pensais en le lisant à cette phrase de Léo Strauss, justement, qui s'est toujours méfié de l'idée d'une neutralité axiologique des sociologues. Il disait, il est impossible d'étudier les phénomènes sociaux sans faire de jugement de valeur. Tel est le cas, parce que Nathalie Heinrich parle d'abord, évidemment, de tous ceux qui ont protesté. Alors, elle énonce, elle fait une typologie de la protestation, légèrement moqueuse, pour entrer ensuite dans une compréhension de plus en plus compréhensive, mais très intéressante, parce qu'elle nous ramène au début de notre conversation. Charles Mellman, elle invoque Norbert Elias et ce qu'il appelle, lui, le processus de civilisation, c'est-à-dire, effectivement, contrôle, intériorisation progressive des pulsions. Elle dit peut-être qu'il y a autre chose qui se produit aujourd'hui, une sorte de décivilisation, mais qu'on ne doit pas considérer comme régressive, parce qu'elle correspond à une aspiration positive qui est et qui peut se résumer en un mot, l'authenticité. Nous vivons la montée d'une nouvelle éthique de l'authenticité, et les jeunes se sentent à l'aise dans l'authenticité, à l'aise dans la décivilisation. Ils le sont, dit-elle, parce qu'ils possèdent les ressources éthiques leur permettant de justifier ce que d'autres vivent de façon unilatéralement négative comme un symptôme de décivilisation. Et ils sont à l'aise dans la mesure où, précisément, ils pratiquent le brouillage des frontières entre le public et le privé. Ils considèrent que ce brouillage, nous y assistons tous. Alors, est-ce que ce n'est pas une autre façon d'énoncer cette nouvelle économie psychique dont vous parlez, mais de l'énoncer dans un registre faussement objectif, mais en réalité, donc, de manière élogieuse. La civilisation, c'est quelque chose d'ancien, d'encore trop formel. L'apothéose subjective doit conduire au fait pour chacun de ne s'autoriser que de lui-même, comme vous dites, et donc d'être soi-même tout le temps. Une seule réserve, si vous le permettez, sur cette formulation, et elle concerne le terme d'authenticité. Car il semble difficile de dire que ce qui se réaliserait aujourd'hui, ce serait l'expression d'un sujet authentique, alors que celui-ci est, je dirais, captif d'un ensemble de satisfactions qui sont simplement celles à la mode. Je veux dire que c'est aujourd'hui la mode qui... nous sommes tous devenus snobs, plus ou moins. Je veux dire, nous sommes tous devenus plus ou moins dépendants de satisfactions qui sont simplement celles du jour, qui sont celles du moment. On parlait des rollers, c'est bien évident que ça disparaîtra, et on parlait tout à l'heure des raveurs, pour ne plus parler des rêveurs. Eh bien, il est clair que, poulet ou pas, ça disparaîtra également. On a donc affaire simplement à des individus qui participent, qui ont besoin, je dirais, de cette organisation collective, comme celle des groupes de rollers ou bien des rêveurs, pour vérifier que leur satisfaction est bien la bonne. Si nous n'étions pas tous en même temps sur les routes aux mêmes dates, nous aurions peut-être plus de difficultés à imaginer que les vacances que nous allons prendre sont précieuses et sont importantes. Donc, ce qu'il conviendrait, je crois, de mettre entre parenthèses, c'est l'évocation ici de l'authenticité. C'est quand même un mythe romantique qui a une longue histoire, l'authenticité. On vit sans doute l'aboutissement du romantisme, être soi-même, être vrai, être... alors, maintenant, on est probablement dans une situation post-authentique, c'est-à-dire c'est un authenticisme de masse. Tout le monde est authentique en même temps et tout le monde est authentique de la même façon. Mais ça me paraît être la queue
de 200 ans de romantisme, je crois, enfin, il me semble. Donc vous reprendriez ce terme à votre compte, quitte encore une fois à le mettre entre guillemets. Je mettrai entre guillemets, bien sûr. Pour moi, je ne mettrai pas un signe plus. Oui. Mais il me semble que c'est assez vrai, quoi. Que le désir, l'illusion d'être authentique, disons que habite. Peut-être que c'est une authenticité illusoire, mais c'est un mouvement qui, si vous voulez, quel nom donner à ce refus vécu comme libérateur et positif des formes et de la pudeur. C'est peut-être pas authentique, mais c'est une manière de dire, de se laisser aller, de se faire confiance, de dire tout ce qui vous passe par la tête dans la langue immédiatement disponible. Alors peut-être le mot d'immédiateté serait-il plus juste que celui d'authenticité. Oui, ça s'appelle l'hubris. Ah oui. C'est le nom exact. En français, il a un usage difficile du fait des résonances qu'il a prises. Mais c'est le terme exact. Je veux dire que ça a été repéré il y a déjà bien longtemps. Et je dirais que Aristote en a fort bien parlé, entre autres, n'est-ce pas? Mais peut-être ce qui a été traduit sous le terme de prudence, ce qui n'est pas la meilleure traduction. Mais peut-être cela a-t-il à voir aujourd'hui avec le mouvement interne à nos démocraties qui proclame en effet l'égalité de tous et la possibilité pour chacun, et je reprends encore une fois un de vos termes, de ne s'autoriser que de lui-même, sans en passer par un processus de civilisation, de formation, de Bildung, etc. Bon, alors à ce moment-là, c'est une hubris contenue dans, si vous voulez, l'élan démocratique de nos sociétés. C'est le droit de chacun à l'excès. Et le fait que la satisfaction aujourd'hui n'est plus identifiée comme telle, reconnue comme telle, que si elle verse dans l'excès. Et quand les excès entrent en conflit, il faut faire introduire le droit pour régler le problème. Et évidemment, l'introduire de plus en plus, puisque tous les excès sont nécessairement... il faut introduire le contrat à la place de la loi. Oui, oui. Alors on signe des contrats. Mais une petite remarque... Pour réclamer de nouvelles lois, de nouveaux droits et de nouvelles lois. Bien sûr. Mais une petite remarque au sujet de la décivilisation. Il y a un joli mot de Lacan à ce propos que je me permettrai de rappeler. Et lorsqu'il disait que la civilisation, c'est l'égout. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'égout. Pas ce qui est gustatif. Mais l'égout est l'apostrophe. Et alors? N'est-ce pas? C'est-à-dire ce qui est évacué, l'excrément, l'excès, justement, n'est-ce pas, auquel on se refuse. Ah oui, donc... Et là, oui, d'accord, je comprends mieux. N'est-ce pas? C'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs parce que dans son article, Nathalie Heinisch remarque très justement qu'il y a une seule intimité préservée dans Love Story sont les cabinets. D'ailleurs, ça figurait dans le contrat de l'or et on ne pouvait pas les filmer les candidats, enfin dans les cabinets. Donc la génération des années 90 a appris à transgresser la frontière de l'intimité sexuelle par la banalisation des vidéos pornographiques à la télévision, mais la frontière de ce qu'elle appelle l'intimité excrémentielle, excusez-moi, garde encore pour combien de temps toute sa résistance. C'est un tabou qui demande à tomber. Parce que c'est un tabou vous l'entendez, vous écoutez bien les tabous. On peut quand même espérer dans le progrès. Ouais. Donc, mais alors justement, progrès, vous disiez tout à l'heure, Charles Melman, que le mot d'Ancien Monde vous mettait mal à l'aise. Je voudrais que notre discussion porte sur ce problème maintenant, et notamment sur ce que vous dites, Philippe Muret, de l'entrée dans la post-histoire. Voilà, c'est la fin de l'histoire. La fin de l'histoire. Nous sommes après l'histoire. Oui, quand je dis post-histoire, c'est une manière de poser une question. C'est simplement une manière de dire quelque chose est différent est-ce que l'homme que j'appelle post-historique, mais c'est une hypothèse. C'est simplement une manière de soulever une interrogation. Est-ce que cet homme sans dialectique, celui qui ne sait plus dire non, est encore l'homme qu'on a connu? C'est pas l'ancien monde, c'est est-ce qu'il y a pas un monde et puis autre chose. Il n'y a plus de monde. Peut-être un monde, la fin de l'histoire peut être infinie. Non, mais ma question, c'est parce qu'au XXe siècle,
Au fond, l'histoire a été vécue, je résume très grossièrement, sous deux modalités, si j'ose dire, avec une grande H, comme disait Pérec, et avec un grand H majuscule. La grande H, c'est la monstrueuse invasion de l'homme par l'histoire. C'est ça ce qu'ont connu les dissidents, les réfugiés, les immigrations, tout d'un coup, les abris qui séparaient chaque destin particulier de l'histoire ont été abattus. Comme l'a écrit Philippe Ariès. La vie privée n'était plus à l'abri des poussées du collectif. Ceux qui ont connu ça n'ont pas une affection spéciale pour l'histoire. Et beaucoup d'écrivains de l'Est, d'ailleurs, disent leur antipathie, si je veux dire, leur aversion à l'égard de l'histoire avec une grande H, d'autant plus que celle-ci leur a été présentée, au contraire, comme l'histoire avec un grand H. Et ils ont dit, ben non. L'histoire a été l'horreur et des œuvres d'art. Vous savez, c'est la phrase d'Orson Welles dans le... Oui, sinon c'est le coucou. Oui. Voilà. Oui. Alors effectivement, nous serions peut-être le coucou, mais non, je veux poursuivre en disant que l'histoire avec un grand H, c'était l'idée effectivement d'un processus dont on connaissait la fin, et un processus grandiose qui devait mener à la libération et à la reconnaissance de tous par tous. Et j'ai le sentiment que ceux qui font l'éloge de notre monde se vivent encore ainsi, comme les porteurs d'une histoire, parce que vous parlez justement de cet avènement d'une société de la reconnaissance mutuelle et égalitaire. La reconnaissance de l'homme par l'homme, c'est le but de l'histoire. Ils ont le sentiment que, en luttant contre toutes sortes de discriminations successives, ils accélèrent le processus, ils vont dans le sens de l'histoire, et leur arrogance s'explique aussi par là. Donc peut-être encore est-on trop dans l'histoire en ce sens, et si les engagements étaient, comme l'a écrit Paul-Louis Landsberg, des décisions pour des causes imparfaites, on sortirait vraiment de l'histoire mythique, et pour le bien de tous. Ben oui, mais c'est pas ce qu'on voit, c'est pas la reconnaissance de tous par tous, c'est aussi la guerre de tous avec tous, qui est quand même frappante maintenant. Et je ne crois pas que ça mérite tant d'éloges. Ah non, moi non plus. Non, je crois non seulement que ça ne mérite pas d'éloges, mais je crois que ça mérite d'être critiqué comme une nouvelle illusion de l'histoire, si vous voulez. C'est plutôt de cela. Oui. Et alors, bon, pourquoi, Charles Mellman, étiez-vous gêné par le terme de nouveau monde et d'ancien monde? Je vais vous le dire. Notre démocratie est frappée d'un péché que l'on ne perçoit pas forcément. Et que, en tout cas, ignorait sûrement la démocratie à son origine, je veux dire, la démocratie athénienne. Dans la mesure où le lieu de pouvoir, pour nous, est immanquablement marqué par ce qui a été, je dirais, son occupation par la référence divine. De telle sorte que, au sein même de notre démocratie, s'installe un clivage entre, d'une part, ceux qui deviennent les représentants de cette autorité et qui, du même coup, se transforment en bons pasteurs chargés de mener les ignorants que constitue le peuple, qui pourtant les a élus, de les mener en direction des verts pâturages. C'est là, je dirais, un type de défaut qui est, à mes yeux, à l'origine de la désaffection actuelle, justement, de nos concitoyens à l'endroit de la vie publique, de la vie politique, et défauts qui se perpétuent immanquablement. Je veux dire, je trouve que nos concitoyens sont laissés dans un état d'inculture politique qui est tout à fait redoutable. Cette remarque, valant non pas pour le fait, mais pour la question de savoir s'il est possible d'en sortir et comment, puisque l'évolution normale de cette glissade que nous connaissons actuellement est de rencontrer son obstacle, je dirais, inévitable, sous la forme d'une restitution, d'un retour d'une autorité rigoureuse. Ça s'est toujours fait comme ça, je veux dire, répondant à une exigence populaire, je veux dire, caractère insupportable de ces jouissances singulières désaccordées, de l'absence de plaisir à la vie sociale, de l'absence de stabilité des relations. Il est
je dirais, on a toujours vu le mouvement du balancier opérer de cette façon. La seule façon, à mes yeux, de l'éviter, je l'introduis discrètement à la fin de mon bouquin, c'est de savoir, et c'est cela qui constituerait un franchissement nouveau, s'il nous est permis d'envisager que le lieu d'où s'exercent les pouvoirs, que ce lieu de l'autorité soit vide, de l'accepter comme tel, c'est-à-dire d'avoir vis-à-vis de ceux qui veulent bien assumer la charge du pouvoir, de leur restituer le type de respect qui aujourd'hui fait radicalement défaut, même si autrefois il se confondait avec la dimension du sacré, donc de leur restituer ce respect dans la mesure où ils consentent, où ils veulent bien prendre un certain nombre de responsabilités utiles à la collectivité, mais je dirais laver, affranchi, débarrassé de ce postulat religieux du théologico-politique qui, je dirais, continue de nous hanter, continue de nous habiter. Il faudrait qu'ils soient des saints pour ne pas. Il faudrait qu'ils soient des saints pour ne pas être habités par l'illusion de l'illusion ancienne, enfin le mythe du pouvoir ancien tel que vous venez de le décrire, et accepter d'occuper un lieu vide ou d'être même vide. C'est peut-être. Mais d'un autre côté, peut-être. Mais les saints, ça existait aussi. Oui. C'est pas une espèce aussi exceptionnelle qu'on l'imagine. Mais d'un autre côté, des citoyens qui estiment qu'ils ont droit à une satisfaction parfaite et accomplie de tous leurs désirs, ne font pas la vie facile aux politiques. Et si l'on admet que la démocratie ou la République, c'est l'idée d'une co-responsabilité, eh bien, j'ai le sentiment que cette idée disparaît de la société civile, et quelquefois je me dis que les hommes politiques sont peut-être les derniers à parler en termes de responsabilité face à une société qui, elle, est dans la demande perpétuelle et dans la revendication et dans l'éloge d'elle-même. Il y en a eu un dans notre histoire récente que j'ai eu, que mon âge m'a donné l'avantage de connaître et qui s'adressait à ses concitoyens, je dirais, comme à des individus responsables, ça a été Mendès France. Nous terminerons sur cette référence historique. Merci beaucoup, Charles Melman. Merci, Philippe Muret. Alors, je rappelle le titre de vos deux beaux livres. Philippe Muret, Exorcisme spirituel 3, un recueil d'essais donc publié aux Belles Lettres. Charles Melman, des entretiens avec Jean-Pierre Lebrun, L'homme sans gravité, jouir à tout prix, publié chez De Noël. Et je voudrais aussi signaler la dernière livraison de l'Atelier du roman, une revue trimestrielle